Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. J'ai le plaisir de vous présenter cette conférence avec des cofondateurs du Forum Passion Serrure. Donc cette conférence a donc été créée par des passionnés d'ouverture fine de longue date. Donc je vais les laisser se présenter. Et moi, pour la part, je m'appelle Fabien, cofondateur de l'ACF, employé au FC, et cofondateur de Passion Serrure. Et j'en profite pour saluer aussi Sinoc et Titou qui nous ont également aidés à créer ce forum. Je passe la parole à Tristan qui va se présenter. Bonjour, merci également à tous ceux qui sont venus, surtout qu'en effet il est tard, c'est la dernière conf, on va essayer de ne pas trop vous fatiguer pour ceux qui passent la nuit debout. Alors comme Fabien l'a dit, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on est tous cofondateurs d'un forum qui s'appelle Passion Serrure, qui est bien entendu destiné aux passionnés de serrurerie. Alors comme chaque année, on fait un petit peu une présentation à la nuit du hack, sur tout le pendant de la sûreté physique, puisque le hack, pardon, c'est plus la nuit du hack. C'est bien sûr des sujets qui vous intéressent aussi, je pense. Et à titre individuel, donc Fabien en effet est fondateur de l'association des crocheteurs de France. Je suis moi-même gérant d'une société qui s'appelle Ouverture Fine, qui est spécialisée donc bien entendu dans la serrurerie et plus particulièrement dans tout ce qui est technique d'intrusion. Et puis je vais laisser à Cocolitos le plaisir de se présenter lui-même. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Cocolitos, je pense que vous m'avez déjà croisé depuis pas mal de temps sur l'événement. Globalement, moi je représente plus sur le forum donc les hobbyistes comme monsieur tout le monde, quoi. Pas forcément, je travaille pas forcément dans le milieu de la sécurité, mais je reste quand même un très bon passionné, on va dire, en termes de serrure. Donc, on va attaquer cette conf. Alors, qu'est-ce que la sûreté déjà ? Certains connaissent les clés sous forme de clés normales, plates, mais il en existe diverses. Il en existe beaucoup même. Alors, on a du radial ici, on a de la gorge ici. Il y a vraiment une grande variété de clés. Donc on va commencer. Merde. On va y arriver. Voilà, on va commencer. Donc la serrure à goupille, c'est une serrure assez ancienne. Le brevet initial est de 1844. Le principe est assez simple en fait. La clé va toucher chaque goupille une à une et mettre les goupilles au passage et puis libérer le rotor. Donc le rotor est en vert, la goupille active est en bleu et la passive est en rouge. Voilà le code couleur. Donc l'entrée de clé est verticale. Il en existe une autre version qui reprend exactement la même technologie. On appelle ça les clés radiales ou les clés micro-points. Donc ces clés micro-points reprennent exactement la même technologie à goupille. Donc une goupille active et passive. D'ailleurs, sur cette animation, on voit bien qu'il y a des goupilles anti-crochetage. Donc les goupilles en rouge sont des goupilles qui vont fausser les sensations en crochetage. Et on le verra par la suite. Donc les anti-crochetages, il en existe diverses sortes. On voit ici les bobines, les serrated, ou les goupilles cannelées avec des petites rainures. Les télescopiques, elles sont bien chiantes à crocheter. Et les champignons, d'où leur forme. Voilà. Donc toujours ça a pour but de fausser les sensations en crochetage. Donc elles se mettent en travers, comme on le voit sur le rotor. Et votre rotor se tourne de 5 à 10 degrés. Et puis là, c'est là que ça devient compliqué. Donc, autre sûreté très 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 courante sur les portails. Donc les portails, les vieilles maisons, on appelle ça des clés à simple paneton à gorge. Donc là, par exemple, je vous ai fait une petite animation avec 2 gorges. Là, on a le pen. Ici, on a un mentonnet en rouge qui bloque le glissement du pen. Quand on passe un premier tour, donc la clé
Le pen se déphase d'un tour. Évidemment que s'il y avait eu un deuxième tour, elle serait encore plus décalée vers la gauche. Alors là, l'animation ne marche pas. Donc là, il y avait une animation. Donc là, c'est ce qu'on appelle une serrure à paillettes. Bon, je vais vous faire court. La paillette, quand elle est au passage, donc quand la clé est totalement insérée, la paillette épouse le diamètre du rotor ici. Et donc, ça peut tourner. C'est des serrures très 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 courantes sur vos, par exemple, vos petits mobiliers d'informatique, les colonnes de serveurs aussi. C'est très très courant. Il y a même ça sur les voitures. Donc, c'est vous dire, le peu de sécurité elle se crochette très très facilement par raclage. Voilà. Et alors, on a d'autres sûretés encore, mais là, il y a une barre de blocage. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur les stands, il y avait beaucoup de cadenas transparents chinois. Et ces cadenas-là, en fait, sont vachement pratiques parce qu'on voit tout le mécanisme. Et il y en avait un qui était à disque comme ça. Donc, en gros, le rotor est rainuré, dans lequel la sale barre, la barre latérale, pardon, est glissée. Quand la clé tourne, elle actionne 2 disques. Donc c'est des disques qui sont tournés à 90 degrés et qui ont pour fonction d'engager la sale barre et le rotor. Voilà. Donc pour contrer la duplication des clés, c'est essentiellement ça la principale différence entre la sûreté et la haute sûreté. C'est tout ce qui va empêcher les gens de refaire une clé. Donc on a plusieurs stratagèmes qu'utilisent les fabricants et on va les énumérer. Donc on demande les clés avec la carte de propriété. Donc ça, clairement, ça ne protège en rien la duplication de la clé. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème, c'est que les ébauches, les clés vierges qui servent à dupliquer ces clés-là sont disponibles en libre service, on va dire, à tout le monde. En fait. Tout le monde peut en acheter. Quand vous allez chez votre cordonnier, par exemple, vos clés minutes, il est capable de vous refaire cette clé-là. Il vous demande éventuellement la carte de propriété sous justificatif donc, de votre pièce d'identité, mais il y en a plein qui s'en abstiennent. Le brevet technologique. Donc ça, c'est très utilisé. Ça se traduit souvent par des mobiles, donc une innovation technologique qui va permettre de protéger la clé contre la copie. Parce que justement, ça va permettre de gérer les ébauches. Les ébauches, elles, ne seront pas disponibles. Elles seront disponibles que chez le fabricant. Et quand vous allez chez votre clé minute qui vous dit oui, j'ai envie de faire un double de clé, eh bien, il est obligé de commander ça chez le fabricant. Donc ça verrouille bien le marché. Alors, certains connaissent peut-être cette clé, peut-être l'ont chez eux. Donc cette clé-là est brevetée technologiquement, donc avec le brevet technologique qu'on a vu avant. Mais la tête de la clé, en l'occurrence, est brevetée, elle, protégée par un dessin et modèle. Et le dessin et modèle protège en fait des formes, essentiellement des formes. Il faut vraiment que ce soit à l'identique. Et d'ailleurs, on voit bien que la partie avant, qui, elle, est protégée par le brevet technologique, est incomplète. Donc j'ai mis une clé pour vous montrer les différences. Mais généralement, le fabricant brevette d'abord cette partie-là avant de breveter le reste. À droite, c'est une clé Medeco, donc c'est une sûreté à goupille, mais c'est un peu spécifique. En plus de ça, en plus de la sûreté à goupille traditionnelle, les goupilles tournent. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des angles, des entraxes avec des angles. Donc c'est une très bonne sécurité, une très bonne clé. Les ébauches ne sont pas disponibles non plus. Et donc monsieur Lambda ne peut pas avoir
ne peut pas avoir des bouches pour éventuellement faire des copies illicites. Et donc la dernière technique, c'est très à la mode, c'est ce qu'on appelle le dépôt de marque. Par contre, là, le dépôt de marque, il est valable à vie, contrairement au brevet qui lui est valable que 20 ans, renouvelable jusqu'à 25 ans. Voilà. Donc là, dans le profil, vous êtes censé lire CES. Ah oui, oui, oui. Et il y a certaines marques, pour pas, on va la citer, c'est Gera, où c'est très très compliqué de lire Gera. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination, mais les fabricants jouent sur ce flou juridique pour protéger via les marques, parce que ça protège à vie. Voilà. Je vais passer la parole à Tristan. Alors, ce qu'on a un petit peu oublié de vous présenter avec cette conférence, c'est la thématique de la conférence aussi. Je suis désolé. Donc, je me permets d'y revenir une petite minute. L'idée de cette première partie, c'était de vous montrer de manière très succincte, bien entendu, mais quels sont un peu les différents grands systèmes qui nous protègent aujourd'hui, que vous soyez avec des clés donc paracentriques, des clés plates, des clés dites à trous, qu'on appelle des clés radiales, que vous ayez des clés à gorge chez vous. Vous voyez que tous ces systèmes peuvent bénéficier de différentes protections, dépôt de marque, dépôt de brevet, carte de propriété, éléments mobiles, etc. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, là aussi dans les grandes lignes, comment ces différents systèmes peuvent se bypasser, se hacker, s'ouvrir, bien entendu sous l'angle de l'ouverture fine, pas du destructif, puisqu'en destructif, on y arrive toujours. Et dans une troisième partie, justement, l'idée sera de vous montrer aussi comment vous pouvez vous protéger contre ce hack de serrure, quelles sont les contre-mesures que vous, particuliers ou entreprises, vous pouvez demain mettre en œuvre pour essayer d'améliorer un petit peu la protection physique contre les techniques d'ouverture que je vais développer rapidement. Alors, sur les techniques d'ouverture, la plus connue, celle qui d'ailleurs était très répandue cette année, c'est un vrai succès sur tous les différents stands parce que ça amuse beaucoup, c'est le crochetage. Donc le crochetage, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? On va travailler avec des pics relativement classiques et on va pouvoir ouvrir de manière relativement rapide toutes les serrures dites à goupilles, à clé plate ou à clé radiale. Donc là, Fabien va vous faire une petite démonstration. Donc vous voyez, on utilise un entraîneur qui nous permet de mettre de la tension sur le rotor, la partie qui va tourner avec la clé, et un palpeur qui, lui, va nous permettre d'actionner les goupilles à l'intérieur de la serrure. Et donc on va aligner les différents éléments, les goupilles actives, au niveau de la ligne de césure, pour entraîner l'ouverture du cylindre. Alors bien entendu, les différentes protections que vous décrivez, Coco, il y a un instant, notamment les goupilles anti-crochetage, vont complexifier un petit peu ces ouvertures, mais en réalité, elles ne les empêchent pas. Avec un petit peu d'habitude, on parvient parfaitement à contourner les systèmes et à ouvrir de manière relativement rapide ce type de sûreté. Sachant bien entendu que là, on le fait avec un petit kit de poche, quelque chose vraiment de très basique. Il existe des outils qui sont beaucoup plus adaptés à certaines serrures et qui vont permettre de gagner un petit peu de temps sur l'ouverture. Donc on encourage tous Fabien, voilà, qui a fait son ouverture de serrure. Alors là, la serrure est ouverte. Dans la réalité, sur une porte montée, c'est un petit peu plus long, puisque bien sûr, il va falloir faire 2 tours, voire 3 tours pour libérer l'ensemble. Mais là aussi, il y a des outils qui vont nous permettre de gagner du temps là-dessus et d'aller un petit peu plus vite. Alors, continuons maintenant avec donc, ce qui va concerner les serrures dites radiales. Alors, ces serrures radiales, là aussi, c'est pas beaucoup plus complexe en réalité que les serrures paracentriques. C'est essentiellement une question de marketing pour le fabricant. Aujourd'hui, les fabricants, il faut bien le comprendre, ont véritablement beaucoup plus d'intérêt à vous vendre des clés qu'à vous vendre des cylindres, parce que les marges sont beaucoup plus importantes sur la fabrication de clés. Et donc, c'est simplement qu'on vous montre des clés dans la rue, que vous ferez goûter des yaourts quelque part, et on voit que les gens préfèrent des grosses clés avec des trous. Ils ont l'impression que c'est plus sécurisé. En réalité, ça n'est pas le cas. Ce que vous voyez ici, donc, c'est une petite représentation, par exemple, d'un cylindre à clé plate. Et ici, vous avez une représentation d'un cylindre à clé dite radiale. Vous voyez qu'hormis la forme du profilé, ici horizontale et ici verticale, il n'y a absolument rien qui change au niveau de la composition interne du cylindre.
On va simplement utiliser des pics qui vont avoir une petite forme de drapeau, comme les 4 pics que j'ai illustrés ici, qui vont nous permettre de travailler en rotation sur les différentes goupilles, ou des petits outils comme les crocheteurs décodeurs. Donc je vais laisser Cocolitos vous faire une petite démonstration, là aussi, d'ouverture de ce type de serrure. Alors l'outil que vous allez voir ici est un outil qui a été conçu par Cocolitos. C'est un outil qui est fait donc par un particulier, que chacun peut faire chez soi avec une petite imprimante 3D. Et vous allez voir qu'il est déjà très efficace. Voilà, là la serrure est ouverte. Vous voyez qu'on n'est pas beaucoup mieux protégé avec ça. Et là, pour la petite histoire, on est déjà sur un cylindre qui est pourvu de goupilles anti-crochetage, donc de dispositifs qui sont censés interdire ce type d'ouverture. Vous voyez que ça n'interdit en réalité pas grand-chose. Alors, une troisième technique, on ne vous fera pas forcément de démonstration ici, parce que c'est une technique qui est un petit peu plus longue à mettre en œuvre, mais qui est extrêmement efficace. C'est ce qu'on appelle l'impression de clé. L'impression de clé va me permettre en fait de travailler à partir d'une ébauche, c'est-à-dire d'une clé vierge que je vais rentrer à l'intérieur de la serrure cible, et en mettant un petit peu de tension, si vous voulez, à l'aide d'une pince, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui se trouve ici, on va venir simplement secouer cette clé à l'intérieur du cylindre. Du coup, les goupilles qui se trouvent coincées entre rotor et stator, qui se trouvent en cisaillement à ce moment-là, vont laisser une marque sur la lame de la clé, une petite marque qui sera assez facile d'interpréter avec un petit peu d'habitude. Et il nous suffira alors de venir limer aux emplacements où on va voir les marques se révéler, pour progressivement retrouver la combinaison de la clé et au bout d'une dizaine de minutes pour obtenir une clé fonctionnelle. L'avantage étant bien sûr que dans ce cas-là, une fois qu'on a une clé, on n'a plus à se poser de problématiques au niveau du nombre de tours à effectuer, on peut ouvrir, fermer la porte, etc. de manière extrêmement aisée. Et les goupilles anti-crochetage, dont vous parlez par exemple Cocolitos tout à l'heure, ne vont absolument pas impacter l'usage de cette technique qui sera toujours aussi facile à mettre en œuvre. D'autre part, ce qui est intéressant de constater, là on entre un tout petit peu plus dans le technique, c'est une petite faille qui a été mise en avant récemment sur notre forum, qui concerne un cylindre qui s'appelle le Dumix 6R, bon, peu importe à la limite sa dénomination. Ce cylindre est pourvu, lui, d'une clé qui est une clé normalement extrêmement protégée, que vous voyez ici, et donc vous voyez que cette clé est pourvue d'un petit mobile en rouleau, notamment. Or, ce qui a été intéressant, c'est de voir que cette clé a pu être réalisée en impression avec une autre ébauche. Vous voyez, nous n'avons pas ici le mobile en rouleau, mais simplement un petit mobile en forme de bille. Et ça n'a pas empêché du tout de pouvoir utiliser cette clé pour réaliser une clé fonctionnelle qui ouvre donc la serrure concernée. Donc, c'est assez amusant puisqu'on a une serrure très haut de gamme avec une clé qui fait l'objet d'un dépôt de brevet. Mais en réalité, en utilisant une autre clé qui, elle, n'est pas brevetée, il est tout à fait possible d'obtenir une clé fonctionnelle qui déclenche l'ouverture de ce cylindre. Donc là aussi, ça vous donne une idée de ce que peut parfois être la notion de sûreté. C'est quelque chose qui est très mis en avant par les fabricants. Et derrière, quand on entre un petit peu dans le détail, on se rend compte que la réalité de cette sûreté n'est pas véritablement effective. Alors, une autre technique extrêmement classique en ouverture, c'est tout ce qui va concerner le transfert d'énergie. Vous avez certainement entendu parler des vibreurs électriques, des clés à percussion. Qu'est-ce qu'on va faire? En réalité, on va simplement venir impacter les goupilles actives de manière très forte. C'est un petit peu le principe du pendule de Newton, c'est-à-dire que quand vous balancez une bille sur la droite, elle va percuter toutes les billes et celle qui se trouve à gauche va finir par se décaler. Ici, le principe est le même. On va venir
venir percuter très fortement les goupilles actives, que j'ai représentées ici avec un sommet en bleu. Cette percussion va transférer de l'énergie sur les goupilles passives, qui sont représentées en vert. Et donc, pendant quelques microsecondes, les goupilles actives vont rester en position haute, tandis que les goupilles passives vont descendre en dessous de la ligne de césure. Et dans cet intervalle de temps, comme on vient bien entendu entraîner le rotor, on va pouvoir ouvrir la serrure. Donc cette technique peut être mise en œuvre avec du vibreur, mécanique ou électrique, mais également avec le principe des clés dites clés à percussion ou bump key, qui sont des clés qui sont taillées en taille 0, qui vont nous permettre là aussi de venir percuter les goupilles. On vient frapper la clé à l'intérieur du cylindre pour enclencher son ouverture. Ce qui est amusant sur cette technique, quelque part, je ne rentrerai pas dans tous les détails techniques, mais que le crochetage, si vous voulez, pour bien fonctionner, suppose que notre cylindre ne soit pas parfaitement usiné et qu'on ait des défauts d'isométrie à l'intérieur du cylindre. Or, le principe de la clé à percussion ou le principe du vibreur électrique, lui, comme il suppose un transfert d'énergie simultané sur l'ensemble des goupilles qui composent mon système, fonctionne d'autant mieux que mon cylindre est parfait. Donc, on pourrait dire quelque part qu'un cylindre parfait ne pourrait théoriquement pas être ouvert en crochetage, mais qui s'ouvrirait extrêmement facilement au vibreur électrique ou à l'aide d'une bump key. Et inversement, un cylindre très mal usiné sera extrêmement facile à ouvrir en crochetage, alors qu'il serait très dur à ouvrir par une technique de percussion. Donc, quelque part, quelle que soit la qualité de la sûreté qu'on possède, elle est toujours faillible avec une technique ou avec une autre. Bon, là aussi, juste pour illustrer des petits bypass, et je crois d'ailleurs qu'on va faire une petite démo là-dessus. Les cadenas, c'est très intéressant en termes de démonstration et de compréhension de la sûreté, puisqu'il existe depuis peut-être une vingtaine d'années 2 énormes failles qui peuvent être mises en œuvre sur des cadenas, ce qu'on appelle des bypass, c'est-à-dire du contournement de la sûreté. On ne va pas ici essayer de reproduire la combinaison de la clé en venant chercher la ligne de césure, donc en positionnant les goupilles d'une manière spécifique. On va beaucoup plus simplement que ça utiliser des failles de sûreté, notamment ce qu'on appelle les peignes. Donc bon, je ne vous explique pas pourquoi on les appelle comme ça, je pense que ça semble assez évident. Et ces peignes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous permettre de venir dans le cylindre, vous avez ici une vue en coupe, et la hauteur des dents du peigne correspond exactement à la hauteur du rotor du cadenas. Donc quand on vient introduire notre peigne ici, on aligne toutes les goupilles actives sur la ligne de césure et on peut instantanément déclencher l'ouverture du cadenas. Une petite chose qui est d'ailleurs amusante à noter, c'est que la plupart des cadenas qui étaient présents sur des stands là durant les démonstrations étaient des cadenas master. Or, l'intégralité des cadenas qui étaient présentés sont des cadenas qui sont peignables. Et donc, si on nous avait laissé utiliser nos peignes, au lieu de mettre 20, 30 ou 40 secondes sur les ouvertures, on aurait pu le faire en 4 ou 5 secondes. Et ce que je trouve assez fou, si vous voulez, c'est de voir tout d'abord que certains cadenas, même très haut de gamme, qui vont fermer de la moto, des choses comme ça, sont faillibles avec ces techniques. Et ce qui est encore plus fou, quelque part, c'est que, comme je vous le disais, ces failles sont connues depuis plus d'une vingtaine d'années. Or, les fabricants ne s'en préoccupent absolument pas. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est le marketing, c'est de vous vendre un cylindre, c'est de vous vendre des clés, c'est pas réellement de sécuriser un système. Je vous repasse les diapos pour le plaisir. Ou pas. Allez. Il y a planté. Ah oui, non, non, non.
Alors, une deuxième petite technique d'ouverture sur les cadenas, qui là aussi est une faille majeure, c'est ce qu'on appelle les shims. Alors, autant pour les peignes, il vous faut du matériel qui soit quand même correctement usiné, puisqu'il faut que les dents de votre peigne correspondent exactement à la hauteur du rotor, il faut que l'écartement des dents correspond à l'écartement des goupilles que vous allez trouver à l'intérieur du cylindre ou du cadenas sur lequel vous travaillez. Donc bon, il y a quand même besoin d'avoir un minimum de matériel. Pour vous donner un ordre d'idée, un kit de peigne qui prend tous les écartements à peu près existants qu'on va trouver sur du cylindre européen, ça va nous coûter environ 15 €. Donc c'est quand même un investissement. Là, on a une technique qui est plus intéressante quelque part, puisqu'il vous suffit à la limite d'une bouteille de Coca-Cola, enfin d'une canette plutôt, Coca, Orangina, ce que vous voulez, ne faisons pas de prosélytisme. Et en fait, on va venir créer un petit clinquant en forme de triangle, comme celui que vous voyez ici. Et ce clinquant va être introduit contre l'anse du cadenas. Puis on va le mettre en rotation, ce qui va nous permettre de repousser en fait le verrouillage, disons, de notre cadenas. Donc là aussi, c'est une faille qui peut être utilisée sur 40-50% des cadenas existants, dès lors que leur ajustement n'est pas parfait, et qui est extrêmement efficace. Donc là, c'est un shim du commerce. Bon, il y a des petites pattes en plastique pour ne pas se blesser les doigts, mais ça va aussi avec un bout de canette. On introduit notre shim, puis on va venir le mettre en rotation pour déverrouiller le cadenas. Alors revenons un petit peu, maintenant qu'on a vu les serrures à goupilles, sur les serrures à gorge. Ce sont des serrures qui sont plus anciennes, bien entendu, mais qui conservent quand même un niveau de sûreté relativement important. Donc comment est-ce que ces serrures vont pouvoir être ouvertes en ouverture fine? C'est relativement simple en réalité. On va avoir ce qu'on appelle des outils OBS, des outils 2 en 1, qui vont nous permettre tout d'abord de venir entraîner notre système pour que le pilier, c'est-à-dire l'élément qui vient se bloquer à l'intérieur du paquet de gorge, soit mis en tension contre les gorges. Et puis, à l'aide du deuxième palpeur, une fois qu'on a mis de la tension, donc celui que vous voyez ici représenté couleur laiton, on vient progressivement lever les gorges jusqu'au passage du pilier qui va pouvoir transiter. Donc c'est une technique qui demande un petit peu d'habitude, un petit peu de manipulation, mais là aussi une serrure à gorge, qu'elle soit à simple paneton ou à double paneton, peut tout à fait être ouverte en quelques minutes par un opérateur entraîné si on dispose du bon matériel. Donc on n'est pas là non plus sur des serrures extrêmement fiables. Alors, comment font les fabricants pour essayer de sécuriser un petit peu ce type de dispositif? C'est intéressant de se poser la question. Vous voyez ici, on a représenté 3 types d'entrées de clés différentes. Alors, qu'est-ce qui va distinguer ces différentes entrées de clés? Vous voyez ici, on a un petit ergot, ce qu'on appelle un détrompeur qui se situe là. Je suis désolé, j'ai bu trop de café et puis à cette distance, la main tremble un peu. Vous en avez un autre qui se situe ici. Et puis enfin, vous en avez un troisième qui n'est pas au même endroit, qui est en haut sur la partie gauche, droite. Du coup, quel est le trait commun entre toutes ces serrures? C'est bien sûr celui que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'en fait, la forme de ma clé, la forme du paneton en elle-même, n'est que ce que fait le fabricant pour correspondre à sa marque, à son modèle de serrure. Il est tout à fait possible d'utiliser des ébauches beaucoup plus génériques, simplement en les affinant. Et on voit que si on utilise l'ébauche générique qui a été dessinée ici, il nous sera en réalité possible d'utiliser cette ébauche à l'intérieur des 3 serrures. Donc on peut grandement faciliter le travail de cette manière-là. Et c'est pour cette raison qu'il va exister des trousseaux de passe en réalité qui vont permettre aujourd'hui d'ouvrir 90-95% des serrures à gorge que vous allez trouver sur le marché avec un trousseau d'une 20aine de passes. Pourquoi? Parce qu'on est venu tout simplement affiner nos profils pour rentrer dans toutes les combinaisons possibles des fabricants au niveau des garnitures. Et puis ensuite parce que l'agencement des gorges, c'est-à-dire des éléments combinatoires à l'intérieur de la serrure, est tel que le nombre de combinaisons possibles est en réalité assez restreint. Donc il est aujourd'hui possible, avec un trousseau d'une 30aine de clés à peu près,
d'ouvrir, comme je vous dis, 90% des serrures à gorge que vous allez trouver sur le marché. Donc là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas terrible en termes de sûreté, bien entendu. Alors, là, une dernière technique d'ouverture, je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il nous reste la partie sur les contre-mesures, justement. C'est aussi tous les dangers qui peuvent être liés à la copie de clé malveillante par prise d'empreinte ou par photographie. Alors là, j'ai illustré un petit exemple de copie de clé par photographie. Comment est-ce que peut procéder un attaquant qui va avoir votre clé pendant 20 ou 30 secondes entre les mains? Très simplement, je vais venir prendre une photo de la clé qui m'intéresse. Et à côté de cette photo, je vais mettre un élément qui m'est connu. Alors là, c'est relativement facile, bon, mais j'aurais pu tout aussi bien mettre une carte bleue, puisque là aussi, les dimensions me sont connues, et je vais pouvoir retrouver ces dimensions et en inférer derrière les dimensions de ma combinaison. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est relativement simple. On va utiliser des petits logiciels de type Mesurim ou autres qui vont me permettre de donner une échelle à ma photographie. Vous voyez ici, je viens tracer mon échelle et je lui dis que ça, c'est, je ne sais plus, 30 mm. Ensuite, tout ce que je vais venir coter dans ma photographie va me donner un résultat. Alors, je suis désolé, avec l'effet sur la photo, on ne le voit plus ici, mais va me donner un résultat et donc une mesure spécifique. Ça me permet déjà de savoir quelles sont les hauteurs à peu près de cette clé. Il me suffira ensuite d'aller sur des logiciels un petit peu spécialisés, mais qui se trouvent en ligne et que vous saurez certainement trouver craqués, puisqu'ils existent craqués, qui vont me permettre de savoir exactement quelles sont les valeurs de codage de ces serrures. Là, vous voyez, ce sont les différentes profondeurs, en fait, qui vont correspondre aux profondeurs qu'on va retrouver sur les clés. Et donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous voyez que je viens coter chacun des éléments de ma photographie. Ici, j'obtiens par exemple une mesure à 6,8. Or, si je regarde la photographie précédente, je vois qu'en taille 4, on a 6,88. C'est la mesure qui est la plus proche de mon 6,8. Donc, il va m'être relativement facile derrière de venir déduire toutes les profondeurs de la clé que j'ai photographiée. Taille 4, taille 7, taille 2, taille 5, taille 4. Là, il ne nous reste plus qu'à tailler notre clé en machine ou éventuellement à la reproduire simplement avec une lime, une ébauche et un pied à coulisse. Si vous êtes un petit peu joueur, on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui quand même très facile, notamment avec l'impression 3D, de venir simplement modéliser votre ébauche, auquel cas, bien entendu, que votre clé soit protégée ou non quelque part, ça n'a plus vraiment d'incidence hormis juridique, et donc il vous sera relativement facile de faire l'ouverture. Une dernière petite technique, c'est la copie de clé, bien entendu, par moulage, qui là aussi est une technique qui fonctionne extrêmement bien, y compris sur des systèmes très sécurisés. Donc là, j'ai pris une Vachette Volt, qui est une clé, bien entendu, brevetée à 2P. On fait simplement un petit moulage sur de la résine silicone. On vient derrière couler une clé à l'intérieur de notre résine silicone en utilisant des métaux mous. Et comme vous le voyez, on obtient une clé qui est parfaitement fonctionnelle, sans aucune difficulté. Donc là, Fabien va vous faire une petite démonstration sur justement une clé extrêmement protégée, qui est la dernière née de chez Fichet, la F3D. Il n'est pas en train de faire des choses illégales, ne vous inquiétez pas, avec sa cuillère et son briquet. Donc là, on fait simplement chauffer les métaux mous. C'est des métaux à basse température de fusion, donc on les chauffe au briquet, il n'y a pas de souci. On avait déjà fait le moule préalablement parce qu'il faut 2-3 minutes pour que les résines silicone viennent sécher. Voilà, on coule notre métal à l'intérieur. Et là, on va attendre à peu près 1 minute pour pouvoir démouler la clé. Et normalement, elle devrait s'avérer fonctionnelle sans problème, même si on est sur quelque chose d'extrêmement sécurisé. Un tout petit peu. Donc là, vous avez la clé d'origine, que vous avez peut-être vu, qui est floquée aujourd'hui sur tous les camions Fichet.
Et voilà. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Fabien qui justement va vous expliquer comment vous protéger contre la plupart des techniques qu'on vient de vous montrer. Bien entendu, il n'y a pas de solution complètement infaillible, mais il y a en tout cas des précautions que vous pouvez prendre pour sécuriser un petit peu plus votre domicile, vos locaux professionnels. Merci. Alors du coup, Tristan vous expliquait tout à l'heure qu'il y a les fameux trousseaux de passe qu'on tient le laser, s'il te plaît. Merci. Il y avait les fameux trousseaux de passe qu'on peut trouver dans le commerce ou bien sûr fabriquer soi-même. Donc ces trousseaux de passe ouvrent 90% des serrures à gorge par marque concernée, par modèle, etc. Et je vous ai fabriqué une serrure qui ne peut pas être ouverte sauf par une clé unique. J'ai plus exactement fabriqué l'une de ces gorges. Donc il faut bien comprendre que les hauteurs des dents, moi aussi j'ai pris trop de café, les hauteurs des dents là que vous voyez ici sont toutes différentes et sont propres à chacune des gorges. Il y a des incréments qui doivent être bien respectés, bien réguliers pour pouvoir avoir les bonnes hauteurs de dents correspondant donc à la bonne hauteur à laquelle doit être placé le fameux pilier qu'on vous disait tout à l'heure, donc le pilier qu'on trouve ici, et il doit bien être passé au passage. Le passage, je ne sais pas si vous avez vu à cause des cafés là, mais le passage c'est vraiment la partie où s'insère le pilier entre la hauteur maximale et la hauteur minimale de toutes les dents comme ça qu'on voit là sur les gorges et qui ont donc pour but d'empêcher qu'une clé mal taillée, donc une mauvaise dent ou donc un outil de crochetage puisse nous permettre d'ouvrir la serrure. Donc déjà, avant même de revenir sur les trousseaux de passe, parce que l'explication est un petit peu plus longue, on peut observer sur cette serrure-là qu'il va y avoir tout un tas de faux crans ici. Là. Ici, on voit un petit creux, on en voit un là, on en voit un autre au-dessus. Ce qui fait qu'avec un outil de crochetage de type OPS, on va vraiment être gêné, ça va complexifier la serrure. Donc déjà, si vous voulez pas trop vous casser la tête et que vous avez une serrure à gorge, vous pouvez faire ça vous-même tout simplement avec une lime aussi simplement que ça. Coco, tu peux me mettre la caméra s'il te plaît. Je demande à Coco de mettre la caméra pour que je puisse vous expliquer. Merci Coco. La petite bidouille que je voulais vous présenter. Donc là, on voit sur cette serrure, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, voilà. On voit déjà que j'ai taillé quelques... Il y a une petite lumière là-dessus, c'est trop bien. On fait un zoom, impeccable, merci. On peut voir déjà que j'ai taillé des faux crans sur la plupart des gorges. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose de vraiment très simple que vous pouvez faire vous-même avec une petite lime, quoi. Et on va voir comment cette serrure se comporte quand on utilise la clé d'origine. Les aléas du direct. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de bien sorcier, j'ai simplement utilisé la clé d'origine, donc qui est taillée vraiment par rapport à la hauteur de ces gorges respectives. Maintenant, j'ai fabriqué une gorge qui n'existe pas, celle-ci. Donc on peut déjà voir qu'il y a tout un tas de faux crans qui ont été taillés. On les voit mieux comme ça, là. Il y a tout un tas de petits crans qui vont gêner le crochetage. Et on va voir aussi comment cette gorge peut être utilisée pour contrer les fameux trousseaux de passe. Donc les trousseaux de passe, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que même s'il y a tout un tas de faux crans sur nos gorges, les clés étant bonnes, puisque ce sont donc des clés affinées mais qui correspondent à toutes les combinaisons qui ont été prévues dès l'origine par les fabricants, donc comme elles vont respecter les bonnes hauteurs, on va tout simplement pas pouvoir contrer cette technique-là, à moins de fabriquer une gorge comme je l'ai fait. Donc c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est tout simplement une plaque en laiton, j'ai mis un ressort dessus, un petit coup de lime, enfin, voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Le but c'est de voir comment vous pouvez hacker vous-même vos serrures. Donc il y a quelque chose à comprendre par rapport, d'une part, à la
hauteur totale du panneton, qui est ici. Cette hauteur-là, elle n'a pas été prévue par le fabricant. Toutes les clés passent qu'on a pu obtenir, donc on part des clés d'origine, on les affine, donc c'est le fameux profil qui est ici, là. Donc ici vous avez, en gros plan je tremble moins, c'est très bien. Ici vous avez le fameux détrompeur qui vous gêne, mais si on affine la clé, elle passe ici. Donc on part de clés d'origine, on les affine, on prend toutes les clés qu'il y a besoin, donc on a vu qu'avec une trentaine de clés affinées, on a donc nos jeux de passe, il n'y a plus de problème par rapport à ça. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le fabricant a prévu ces clés avec, avec des incréments réguliers, et que pour pas aller au-delà de ces incréments, pour que la clé puisse tout simplement bien fonctionner mécaniquement, c'est une pure question mécanique, du coup, les clés ne sont pas aussi grandes qu'il est possible de les faire. C'est-à-dire que les clés n'arriveront jamais jusqu'en bas du profil. Elles vont faire presque toute la hauteur, mais elles vont s'arrêter un petit peu au niveau de l'ombre ici. Donc moi, j'ai tout simplement pris une ébauche plus grande et je suis allé jusque là, jusqu'en bas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on vous présente que des hacks qui sont relativement accessibles pour vous donner un petit peu des idées de ce qui est possible de faire. Donc voilà, cette clé-là n'existe pas, cette gorge-là n'existe pas. On va voir maintenant si avec cette clé-là, je pourrais ouvrir d'une part la combinaison d'origine, donc avec les gorges d'origine, puis avec la gorge que j'ai fabriquée, et on va voir pourquoi. Encore les aléas du direct. Si je vous remontrais la clé qui marchait bien, oui, ça va bien remarcher. Encore les aléas du direct. Donc là, on voit qu'avec la nouvelle clé que j'ai fabriquée, je ne peux pas ouvrir. On va donc maintenant mettre la gorge que j'ai fabriquée et on va prendre la clé d'origine. Et ce coup-ci, je ne vais pas me tromper. Je pourrais tout simplement jamais laver mes gorges de façon à ce que le pilier puisse passer. Le pilier là que je vous ai montré, regardez bien, on va voir qu'il ne va jamais passer au niveau du passage. Petite vérification, on va comparer les deux clés, donc celle d'origine, celle que j'ai fabriquée, qui est donc une clé qui n'existe pas, et on va voir tout simplement qu'il y a une dent qui est un petit peu plus longue, je crois que j'ai rajouté 1,6 mm, donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça suffit à chaque fois pour tomber dans le faux cran de la gorge que j'ai fabriquée, et donc pour contrer tous les trousseaux de passe qui existent. C'est pas grand-chose, mais ça suffit largement. Voilà. Donc tout simplement, avec une gorge que j'ai fabriquée,
avec quelques faux crans, avec un petit peu d'astuce. Il suffisait de rajouter 1,5 mm sur une ébauche, tout simplement. J'ai donc pu fabriquer une taille qui n'existe pas, et une serrure aussi banale que celle-là, qu'on trouve sur des maisons anciennes, des portails, des trucs comme ça. Alors les systèmes à gorge, on va les retrouver sur des coffres forts, sur de la très haute sécurité. C'est un système qui est très efficace, mais en soi, cette petite serrure qui doit coûter 20 balles en brocante, on peut tout simplement pas l'ouvrir avec un jeu de trousseau de passe à 200 € du commerce. Alors là, on va revenir sur ce que vous présentez Tristan et Coco en début de conférence, à savoir la protection par les brevets, la protection par les fabricants au niveau de la carte de propriété. Donc en réalité, ça protège quand même bien plus le fabricant lui-même. Enfin, ça vous rend pas vraiment service à vous. Évidemment, c'est toujours mieux d'avoir une clé protégée par une carte de propriété, par un brevet, par un mobile, par tout un tas de trucs, et pourquoi pas des hacks que vous faites vous-même, vous rajoutez vous-même de la sécurité sur vos modèles, mais voilà, ça fait pas tout. On voit ici une carte de sécurité, une carte de propriété, pardon, et on peut voir qu'en faisant un petit peu de recherche sur le net, on peut contourner la sécurité et commander indûment des clés qui sont censées être protégées par cette fameuse carte de propriété. Donc un hack relativement, très très simple, mais que vous pouvez faire vous-même, c'est tout simplement de limer les numéros que vous avez sur votre clé. Alors vous gardez bien précieusement la carte de propriété, évidemment, c'est le genre de truc que vous mettez dans votre coffre. Par contre, la clé elle-même, vous ne vous baladez pas avec les numéros apparents sur la clé. Parce qu'après, voilà, comme vous l'avez vu au slide précédent, on peut se débrouiller pour faire une commande chez le fabricant. On en arrive à un autre hack sur les systèmes paracentriques, donc c'est les sûretés à goupilles qu'on vous présentait en début de conférence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir tout à fait à gauche une ébauche de clé qui a un profil bien particulier. Regardez là, non, je ne peux pas le faire avec le pointeur laser, je tremble trop, mais vous voyez un petit peu le profil vu de face. Ça forme une espèce de S, une espèce de 5, quelque chose comme ça, un CCDI avec une grande CDI. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle le profil, donc qui est propre à chaque, je sais pas, il doit y avoir 9000 profils différents dans le monde, donc sur des paracentriques, il y en a bien plus d'1 millier, ça en fait une sacrée quantité, et j'ai un petit peu modifié ce profil. Donc en réalité, cette ébauche-là ne rentre pas dans le cadenas cible. Donc là, pour le coup, je vais vous faire une démonstration sur un cadenas tranquille. Bon, on va voir ça avec un cadenas transparent, c'est donc du paracentrique de base, mais il y a bien une clé d'origine. Et on va voir comment on peut un petit peu protéger sa clé à défaut d'être capable de protéger le cadenas. Donc je prends une ébauche d'origine qui n'est pas la bonne, donc le profil ne rentre pas dans ma sûreté, dans mon cadenas, et je l'ai un petit peu modifié. Et si vous regardez sur la troisième photo, vous voyez des traces de lime ici sur le flanc. En fait, j'ai affiné tout simplement cette partie-là. Et maintenant, ça rentre dans mon cadenas. Donc c'est tout bête, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Et puis on le voit pas, c'est-à-dire que bon là, j'ai fait exprès de laisser les traces apparentes sur la clé. On voit vraiment très clairement des coups de lime sur tout le flanc de la clé. Mais si vous le faites proprement, un petit peu de papier de verre, une lime, quelque chose de relativement simple, quelqu'un qui voudrait copier votre clé partirait sur ce profil-là et aurait une clé qui ne rentrerait jamais dans le profil donc de votre sûreté. Alors, pour encore complexifier, bon là ça reste quand même très basique, on va rentrer tout doucement dans des petites subtilités. Pour encore compliquer tout ça, on va limer ici. Vous voyez, là on voit les traces de papier de verre. Là. J'ai en fait frotté la référence qu'on voyait sur la première photo, qui est tout simplement la référence d'ébauche. Ici c'est du TS4, TE4, quelque chose comme ça, TE4 je crois. Et là on ne sait plus du tout ce que c'est. Donc non seulement on n'a plus la même clé, on pourrait, au niveau de l'anneau de clé et la forme de la clé, ici regardez ce petit détail, il y a un petit décoché en haut, on pourrait retrouver sans trop de complexité le profil en question. Mais bon, on va voir comment on peut, à défaut de pouvoir protéger notre cadenas, protéger notre clé contre certaines attaques. On va faire quelque chose de tout simple. On prend la clé d'origine. Donc la clé d'origine, c'est celle qui est en bas. Vous voyez, on n'a pas du tout la même. Hein.
Donc là, voilà, c'est-à-dire que s'ils partent de ça avant d'arriver à ça, celui qui ne connaît pas, bon, bah, déjà, il a un bout de chemin à faire. Donc là, une petite machine à clé, on ne peut plus simple. Donc évidemment, vous aurez la même chez normé CE, chez le serrurier, chez le clé minute. Mais ça, c'est une petite machine à 150 € avec laquelle je peux faire de la copie de clé plate tout à fait standard. Donc l'attaquant pourrait avoir ma clé d'origine. Bon, voilà, admettons qu'il ait la clé d'origine. Normalement, il a plutôt celle-ci. Enfin, là c'est une ébauche en l'occurrence. Normalement, il a plutôt celle-là. Il partirait sur le fait de faire une copie de cette clé. Ok, admettons qu'il ait ma clé d'origine. Ma clé d'origine, on va prendre celle-là. Là, je place mon ébauche dans la machine. Le curseur qui est ici va suivre la variure qui est là. Et il va reporter cette variure, grâce à la fraise qui est là, sur l'ébauche. Donc on a donc ma clé d'origine, et là la clé que j'ai copiée. Est-ce que vous voyez une différence? Alors hormis bien sûr l'anneau de clé, hormis le fait que bon bah là il y a un coup de ligne, puisque justement je veux pas qu'on sache que cette ébauche-là légèrement modifiée permet de rentrer dans ce profil-là. Mais est-ce que vous voyez une différence entre la clé d'origine et la clé du dessus? Ben, je l'ai montré à plusieurs personnes qui connaissent un peu la serrurerie, qui ont eu les clés dans les mains, et déjà ça saute pas aux yeux. En réalité, le petit détail à voir, il va être ici, au niveau du talon, au niveau de la butée. C'est ce qui va nous permettre d'enfoncer notre clé à fond dans la sûreté, et que la sûreté, que la clé vienne en butée à un moment donné, quoi. Ce qui fait que ça va donc placer la variure, donc la combinaison, au bon emplacement, et donc d'abaisser les goupilles, de former la combinaison et de pouvoir tourner sa clé. Sauf que si on enlève 1 mm sur cette butée, ben notre combinaison elle sera décalée d'1 mm. Et vu que les goupilles sont toutes les 1,5 mm, quelque chose comme ça, bah, du coup ça va décaler tout simplement les pentes. Vous voyez que vous avez des pentes ici, hein. C'est pas tout droit, quoi. Vous avez des pentes. Donc du coup, bah, toutes les goupilles vont se retrouver décalées et vous serez plus au passage. Simplement en limant 1 mm de la butée de votre clé, bah, vous avez déjà bloqué l'attaque. Donc on va voir sur mon cadenas d'origine avec la clé d'origine que ça ouvre, puis on va passer sur la clé copiée, et vous allez regarder quand je vais l'insérer à quel point c'est emmerdant. Et si je la retire du fameux millimètre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà inséré une clé en pensant qu'il fallait la retirer d'1 millimètre, franchement? Non, c'est tout bête. Donc voilà, petite technique extrêmement basique que vous pouvez faire simplement avec une petite lime, en limant 1 mm de butée de clé. Mais si on ne connaît pas le truc, déjà pour le voir à l'œil nu, c'est pas évident. Si on ne connaît pas le truc, on peut toujours chercher. Là, on va un petit peu avancer dans le hack, on va un petit peu complexifier le truc. Donc on est parti de notre clé numéro 1, enfin notre première copie de clé ici. Hein, rappelez-vous l'original, ça ressemble déjà plus. On a toujours notre petit millimètre qui a été retiré sur la butée. On va donc la mettre en copie en machine, et on va copier exactement la variure que vous avez là. Donc c'est la clé numéro 2, c'est exactement une copie de la première clé qu'on a copiée. C'est exactement la même au niveau de la combinaison. Sauf qu'il n'y a pas le petit millimètre de la butée qui a été limée. Mais comme elle a été copiée à partir de la clé dont on avait déjà limé la butée, c'est donc exactement la même. Sauf qu'il y a un petit détail. Est-ce que vous voyez donc le petit détail qui change entre la clé numéro 2 et la clé numéro 1? Bah c'est pareil, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est toujours aussi simple. En réalité, j'ai limé le dos de la clé. C'est pareil, un demi-millimètre, quelque chose comme ça. J'ai limé le dos de la clé d'1 millimètre avant même de la mettre en machine. Donc la combinaison, c'est toujours la même. La variure a bien été reportée. Mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, la clé, quand elle a été copiée, elle a été copiée avec ce demi-millimètre en moins, ce qui fait que le curseur, la fraise de la machine, est descendu moins profondément dans la nouvelle clé, dans l'ébauche. Donc ce qui fait que la variure est toujours la même, mais à un demi-millimètre près, on ne le voit pas. Si c'est bien limé, on s'en aperçoit absolument pas. Donc là, on prend la clé numéro 2, et même en jouant
avec un petit millimètre, avec un petit millimètre pour la faire reculer, impossible d'ouvrir. Un truc vraiment tout simple. J'ai donc limé un demi-millimètre sur une butée de clé. J'ai limé un demi-millimètre sur le dos de la clé avec une petite lime extrêmement basique. Et ça devient vraiment compliqué d'ouvrir un cadenas hyper cheap, transparent, comme celui-là. Une autre protection, toujours pareil, sur la clé paracentrique, quelque chose d'extrêmement basique, quelque chose que vous pouvez faire vraiment très simplement, toujours avec une lime, extrêmement basique. Là, on peut se protéger contre une autre forme d'attaque qui va être le décodage visuel. Donc Tristan vous avait expliqué tout à l'heure qu'on pouvait, bon, évidemment avec des machines, etc., on peut faire de la rétro-ingénierie, on peut tout simplement calculer des détails, faire des petits tableaux, avoir des cotes, etc., et puis faire des choses extrêmement simples. Mais en utilisant un logiciel tel que Mesurim ou des machines laser, il suffit donc d'aller porter sa clé chez un clé minute, ou en essayant justement de les décoder à l'œil, ben, on peut, voilà, on peut. Il y a tout un tas d'attaques, il y a tout un tas de décodages visuels. Alors là, en réalité, ce qui va être fait comme protection, ça va être que visuellement, on voit bien les dents. En fait, on voit bien la clé qui est taillée, on voit bien les creux dans lesquels les pointes de goupilles s'enfoncent. Et sur la clé du haut, on voit bien au moins distinctement 4 creux qui correspondent donc au moins à 4 goupilles. Bon, on sait qu'il y en a 5. La cinquième, elle n'est pas forcément évidente. En réalité, elle va se trouver sur une pente entre deux chemins. Elle va se trouver là, la cinquième. Et donc, sur la clé qui a été copiée, tout simplement en machine, je suis venu limer les petites dents qui ne servent pas à grand-chose, qui sont là. En fait, elles ont une fonction mécanique, mais elles n'ont pas de fonction au niveau de la varieur. Elles n'ont pas de fonction de codage. Ce n'est pas elles qui viennent former la combinaison. Du coup, si on les lime, en réalité, on n'a plus les repères. On ne sait plus exactement où sont les goupilles. Et très franchement, quand vous voyez la clé d'en bas, on dirait qu'elle a tout simplement deux goupilles, là. Et puis, on ne va pas trop savoir où sont les autres. Donc, si on ne sait pas trop où elles sont, on ne sait pas non plus à quelle profondeur les mettre. Tout simplement, en limant les dents sur une clé paracentrique, on peut se protéger de manière relativement efficace. De toute façon, ça reste ici en l'occurrence une sûreté bas de gamme. On peut se protéger contre des méthodes de décodage visuel. Alors il y a plein d'autres méthodes qui protègent contre les techniques de moulage, contre les techniques de crochetage, contre les techniques d'impression, contre les techniques de décodage visuel. Et donc on va voir quelques exemples de sûreté qui sont relativement efficaces. Vous avez à gauche une espèce de chaîne. C'est une clé qui forme une chaîne. Donc chacun des chaînons, en réalité les chaînons fonctionnent par deux, forme une hauteur de combinaison. Et donc là, pour crocheter ce cylindre-là, donc celui de gauche, ça va être très difficile, parce qu'à l'intérieur de la sûreté, vous allez avoir un espèce de serpent. La clé, en fait, n'est pas droite. Elle va former justement des vagues, ce qui va gêner l'introduction des outils de crochetage, puisqu'on ne peut pas introduire un outil de crochetage suffisamment dur pour appuyer sur les goupilles, et donc crocheter de manière traditionnelle, et en même temps passer l'espèce de serpent que forme donc le profilé de l'intérieur de la sûreté. Sur la droite, vous avez une sûreté vraiment très évoluée qui a une particularité, c'est d'avoir sa combinaison à l'intérieur de la clé. Donc en fait, ça forme une espèce de gaine. À l'extérieur, vous voyez ici, c'est lisse. Et la combinaison est formée à l'intérieur de la clé. Donc quand vous regardez la clé comme ça, vous n'avez strictement aucune information. Et pour aller voir à l'intérieur dedans où sont placés les curseurs, c'est une autre affaire. Pour faire du moulage là-dessus, c'est très compliqué. Enfin voilà, c'est quelque chose de relativement efficace si vous ne voulez pas forcément hacker votre serrure, mais tout simplement trouver un bon système pour équiper vos portes. Je vous présente donc deux autres sûretés qui sont un petit peu sur le même principe. À gauche, en fait, c'est une clé qui est donc équipée de quatre emplacements de goupilles, mais aussi de 4 aimants. Donc les 4 emplacements de goupilles, c'est vraiment tout simplement des goupilles traditionnelles, donc sont sur le flanc de la clé, sur le bas de la clé, mais vous avez les 4 aimants qu'on voit bien le long de la clé, qui, eux,
ne permettent donc pas l'impression, ne permettent pas le crochetage et ne permettent pas non plus le décodage visuel. Quand vous avez la clé comme ça, comment pouvez-vous savoir où sont les polarités sur les aimants? Quelle est la force de cette polarité? Comment ça se place? Donc là, on va être vraiment coincé par rapport à ça. Et à droite, vous avez un cylindre exactement sur le même principe, qui n'a que 5 goupilles, mais chacune des goupilles est aimantée. Ouais. Chacune des goupilles est aimantée. C'est un cylindre qui est sorti dans les années 80, qui coûtait 50 francs à l'euro Merlin à l'époque, et qui n'a à ce jour toujours pas été crocheté, en tout cas de manière officielle. Comme quoi il peut y avoir des méthodes vraiment très efficaces. Qu'est-ce qu'on a là? Un autre petit hack que vous pouvez faire de manière vraiment très simple. Les deux photos de gauche sont des coffres forts avec des entrées dites entrées à secret. Et vous voyez que vous avez des moulures sur ces coffres et qu'il faut donc déplacer physiquement ces moulures. Donc si on ne le sait pas, on peut toujours chercher, on peut toujours regarder, on n'a rien du tout. Il faut donc déplacer ces moulures. On le voit bien sur la photo du milieu là. On voit ici que la moulure a été déplacée vers la gauche et que la clé a été insérée dans l'entrée de clé. Ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre une plaque de propreté cachée derrière un cylindre sur votre appartement, dans une moulure ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça protège quand même assez bien, puisqu'on ne sait tout simplement pas où est votre serrure, ou vos serrures. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une serrure standard, et puis une autre qui sera cachée derrière une moulure. C'est quelque chose que c'est vraiment un hack que vous pouvez faire vous-même. Et là, sur la droite, vous avez, pour ceux qui ont reconnu, ma propre porte d'entrée. Alors, on voit bien que j'ai ma serrure traditionnelle, mais il faudra trouver l'autre.